Que quelqu'un sur Discord peut parler, qu'on sache? Oui, on est là. Allô? Parfait, Allô, merci allô. beaucoup. On est là. Ouais, Oui, on on est là. vous entend. Allô, 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 allô. C'est parfait. Messieurs, je fais la petite présentation de la table ronde et ensuite je viendrai vers vous. Je vais demander aux personnes autour de la table de se présenter rapidement, nous dire qui elles sont, ce qu'elles cultivent et depuis quand. Et ensuite, on attaquera le sujet de cette table ronde qui sera les proto-carnivores et la carnivorie, comment ça fonctionne, où elle est apparue, pourquoi elle est apparue, etc. Un sujet vraiment intéressant qu'on n'aborde pas souvent. Arthur nous en avait déjà parlé pas mal. Mais c'est pas forcément tout le temps abordé comme sujet. Donc on va essayer de faire ça en 45 minutes. On va essayer de donner une fois de plus la parole à tout le monde. Je vais demander à nos interlocuteurs de se présenter. Alec, dis-nous un petit peu qui tu es et ce que tu fais ici et ce que tu cultives. Ouais. Bonjour, bah moi du coup c'est Alexpression. Je suis surtout créateur de contenu autour des plantes carnivores et des plantes en général. Je cultive un peu tout, spécialiste en pas grand chose, j'avoue. Ça fait que 1 an et demi que je cultive, donc voilà. Laurent, Salut Laurent, moi, je suis avec l'ami David depuis quelques temps et Arthur également sur les lives. Je cultive un petit peu tout. Moi aussi, j'en tue aussi quelques-unes encore. Pas tout heureusement, donc voilà, ça a toujours un plaisir. Alors bonjour, moi c'est Antoine. Un peu comme mes camarades, je cultive un petit peu de tout. Je suis un peu plus attiré par les plantes, typiquement les Drosera, les Cephalotus, certaines espèces qu'on trouve assez peu en général. Euh, on va dire les plantes qui sont un peu compliquées. Voilà. merci bien. On a Laurent et François qui se sont déjà présentés tout à l'heure. Du coup, on va pas repasser par cette case-là. On sait qui ils sont et je laisse la parole à Arthur. Est-ce qu'il reste des gens qui ne te connaissent pas, Arthur? Oh bah, j'espère quand même. Non, bah moi, Arthur, ça fait une vingtaine, bientôt 25 ans que je cultive un peu des plantes carnivores. Et maintenant, vu que je vis loin de ma collection, j'essaye de faire plutôt des trucs un peu en ligne, écrire des articles, faire des conférences avec David et Laurent, etc. Et voilà, trop content d'être là. Enfin, un peu dégoûté de ne pas être là sur place, mais trop content d'être là au moins en ligne, quoi. Malheureusement, ouais, c'était compliqué d'avoir tout le monde sur place, mais on s'organisera un petit peu plus la prochaine fois. On verra où on fait ça sans doute de nouveau en physique parce que l'expérience est quand même vraiment très très intéressante, quoi. Du coup, Ça veut je dire qu'il faut que vous vais preniez des vous. subs pour que David puisse me payer un aller-retour. Et tu viens d'où, rappelle-nous? Combien ça va coûter? Du sud de l'Espagne. Voilà, très bien. J'ai fait ça en note de frais, quoi. Non, je rigole, hein, je rigole. Ça rame, tout ça c'est bon. Ça, je regarde vite fait le chat, ça marche. Je vous propose qu'on attaque la première partie qui s'appelle les proto-carnivores. Est-ce que l'un de vous veut se lancer dans la définition d'une plante proto-carnivore? Bah, allez, je me lance vite fait. Alors je me suis pas présenté tout à l'heure, ça marchait pas mon micro. Mais Tu as raison. moi je cultive, beaucoup de plantes rustiques. Je mets en petit commentaire là, tac, sur ma vidéo que j'avais faite, où j'ai transformé ma serre en jardin botanique. Voilà. Les protocarnivores, en fait, la définition, c'est des plantes qui sont capables d'attirer un insecte. Ils sont capables de le capturer, mais ils sont pas capables d'assimiler, de le digérer, en fait. Par rapport à une plante carnivore qui, elle, est capable d'attirer, capturer et digérer. Voilà, la protocarnivore, elle fait tout, mais elle digère pas. Voilà, c'est la définition, d'une plante protocarnivore. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Antoine qui Allô? va Oui? nous donner quelques Ah, détails. OK. Je donnerai à peu près la même définition sur la protocarnivorie. Comme quoi, c'est la partie assimilation qui doit être souvent gérée par des insectes qu'on trouve dans l'environnement. Enfin, souvent des insectes qui sont en symbiose avec la plante et qui sont dans une symbiose donc obligatoire, des relations obligatoires, et qui vont permettre l'assimilation de l'azote ou du potassium, du phosphore, des éléments minéraux essentiels, parce que la plante ne pouvant pas produire les enzymes en général pour dégrader et également ne possédant pas les structures pour assimiler ces éléments,
bah, elle a besoin justement de ces insectes en supplément, quoi. Merci beaucoup. Arthur, c'est toi qui voulais prendre la parole juste avant? Je sais plus. Vas-y. Non, pas spécialement. Ok, très bien. Non, non, je pense qu'on est bien là en termes de définition. Là, je pense qu'on est pas mal. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur ces plantes proto-carnivores? Est-ce que quelqu'un veut donner un petit peu plus de détails peut-être? La deuxième partie, c'est quelles plantes sont proto-carnivores? Vous pouvez peut-être vous appuyer là-dessus pour nous dire quels proto-carnivores on cultive euh, chez les amateurs de plantes carnivores, quels sont leurs intérêts, pourquoi cultiver une plante comme ça qui ne fait qu'une partie du travail, j'allais dire. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Je sais Vas-y, pas si vous vas-y, m'entendez. vas-y, on t'entend, ouais. Ouais. Donc oui, en fait, la définition des carnivores, elle est relativement arbitraire, hein. Elle se fait souvent, effectivement, en 3 temps, hein. Attraction, capture et digestion. Et effectivement, il y a certaines plantes qui sont dites proto-carnivores parce que parfois on estime, quand je dis on estime, c'est certains scientifiques, qu'il faudrait que la plante digère elle-même, en fait, pour être considérée comme une véritable carnivore. Et en fait, ça peut être aussi, enfin, le concept de carnivorie, il est en lui-même, il est assez arbitraire, en fait. C'est, donc, il y a certaines plantes, voilà, qui ne soit produisent pas les enzymes elles-mêmes, soit ne sont pas aidées, donc il y a pas d'insectes auxiliaires qui les aident à la digestion, voilà. Et en fait, même si cette définition, elle est acceptée, on peut quand même se poser la question de savoir si une plante, est vraiment dite, proto ou presque carnivore, même si elle ne digère pas elle-même. Le but étant d'assimiler à la fin, en fait, la proie, en fait. Voilà. Ça tombe bien, François, parce que c'est exactement la deuxième partie de la table ronde de discuter Mmh, justement de mmh. cette définition. Tu sais Ouais, que en voilà. fait, c'est pas Mmh. si simple que ça parce Ouais, que voilà. bon, bref, on va pas se Non, pas spoiler. grave, mais voilà, voilà, mais pour le grand public, effectivement, c'est une définition en 3 temps. Voilà, attraction, capture et digestion. Et après, pour reprendre un peu ce que disait David tout à l'heure, moi, en tout cas, à titre personnel, qu'elle soit carnivore ou proto-carnivore, moi, je trouve que c'est de toute façon passionnant. Et puis, le processus de digestion, on n'est pas capable, nous, de l'observer vraiment d'un point de vue, je veux dire, moléculaire. Je veux dire, que ça soit digéré par des bactéries, que ce soit un Elianthora ou un Sarracini, enfin, voilà. On cultive les carnivores, enfin ces plantes-là pour leur beauté, leur bizarrerie, etc. Et je pense que de toute façon, on ne voit pas forcément nous ce troisième temps. Donc voilà. Donc pourquoi les cultiver? Bah, parce qu'elles sont belles, elles sont étranges de toute façon, et même si on en reste, comment dire, vraiment, on reste collé à la définition, on va dire dite traditionnelle, je suis sûr que ça change rien à la fin, voilà. Mm. On est bien Ouais, et en d'accord. plus de ça, il y a les proto-carnivores, elles ont souvent un mode de culture un peu différent. Enfin, ce qu'on appelle Mm, les mm, proto-carnivores, elles ont mm, souvent un mode de mm, culture un peu différent et elles sont un peu plus Heu, allez, je vais pas dire simple, mais tu vois? Enfin, je pense par exemple à Ibicella lutea, c'est un exemple super connu de mm. plante, dite, proto-carnivore. Tu peux la faire pousser dans ton jardin avec du Ouais, terreau. tout à fait. Mm, Enfin, on pourra peut-être donner quelques exemples aussi de plantes mm, proto-carnivores qui existent, qu'on a fait mm, pousser et tout. Mais il y en a beaucoup en fait qu'on n'a pas besoin de faire pousser dans de la tourbe blonde, en plein mm, soleil, avec plein d'eau et cetera. Ça se rapproche plus d'une culture un peu de plantes classiques ou de plantes, mm, potagères, et cetera. mm, mm, Et du coup, ça peut être intéressant aussi de les faire pousser pour ça, si on a les bonnes mm. conditions pour les Comme faire la pousser. passiflore fétide, hein, parce que la passiflore fétide, c'est pas une plante de tourbe qui a besoin d'une humidité comme les plantes carnivores, donc ça pourrait se rapprocher de l'Ibicella, et oui, c'est bien, c'est un autre mode de culture. Voilà. Je voulais savoir, est-ce qu'on a Et une définition peut-être pour les gens qui officielle sont, de, dans de, la vraie de vie, ensemble, proto-carnivore ou est-ce pas? que est-ce que J'ai pas entendu le début de la question. non, pas Est-ce vraiment. qu'on a une Non, définition non. officielle de C'est proto-carnivore? c'est ce que François, il disait, il y a pas vraiment de définition. Il y a pas vraiment de définition officielle et c'est un peu c'est nous, on a un peu l'habitude de dire que c'est des plantes qui digèrent pas enfin qui attirent, qui Et attrapent, mais qui digèrent pas. Mais c'est un peu plus compliqué que ça et Qui digère pas elle-même, qui digère pas elle-même, digèrent en pas fait. elles-mêmes, Voilà. mais en vrai, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je pense qu'on en reparlera dans la deuxième partie, David. Mmh.
Je sais pas si vous nous entendez bien, hein, de l'autre côté là-bas, mais est-ce que, Les petites coupures. pour les personnes là qui sont, autour de la table là, Antoine, Alec et Laurent, est-ce que vous faites pousser des plantes protocarnivores et quelles espèces vous avez déjà fait pousser et cetera? Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que vous arrivez à les multiplier? Où est-ce que vous les procurez et Non. cetera et cetera? Oui, il y a un géranium que j'essaie d'avoir, qui est protocarnivore, mais il est pour l'instant, ouais, il est difficile de l'avoir. Il y a un marchand et il est toujours en rupture de stock et moi je fais pousser, Ibicella lutea. J'ai ramené pour les copains des petites griffes du diable d'ailleurs pour, je sais pas si vous voyez. Hop. Un peu dégueulasse, ça fiche la trouille. Voilà, c'est au frigo chez moi, donc ça fiche la trouille à un peu tout le monde. À l'intérieur, il y a des graines, c'est très très dur. Ça, les fruits sont mangeables, c'est un peu comme des cornichons, mais la plante a vite une odeur terrible. Ça sent la mort en fait. Donc dans un jardin, c'est très bien parce qu'il y a plein de petits moucherons qui se collent sur la plante. C'est assez joli. Ça ressemble à une sorte de grosse courgette. Mais voilà, il faut mettre ça en fond de jardin mais c'est rigolo. Parce que si on le met, moi je le mets près des plants de tomates par exemple, et c'est vrai que ça bouffe des quantités d'insectes incroyables. Ça se colle, voilà. Et c'est protocarnivore parce que pour l'instant, il faut dire que un certain nombre de plantes protocarnivores sont protocarnivores parce qu'il n'y a pas eu d'études dessus. Et là, c'est le cas, c'est les études sur les plantes carnivores, sur la carnivorie en elle-même, sont coûteuses. Et donc, on a plein d'exemples où on ne sait pas parce qu'on n'a pas fait les études, où les études sont très anciennes. Donc, c'est aussi une limite. Mais si vous voulez faire pousser Ibicella chez vous, c'est très facile. Dans le jardin, dans du terreau, ça pousse très bien. Ça meurt chaque année, donc tant mieux parce que ça pue. Donc. Mais c'est assez joli, c'est rigolo. Et chaque année, vous avez des gousses qui ressemblent à des petites griffes, les griffes du diable, comme ça. Et il suffit de l'ouvrir et de semer les graines tous les ans. Comme une courgette. C'est aussi facile. C'est bon, il y a le son. Ok, merci. Est-ce que vous avez d'autres exemples de protocarnivores? Ridula gorgonia, Ok. qui est assez courante en culture maintenant, dans Tatar un peu moins, voire même beaucoup moins. Ils utilisent Pameridia auriculae comme insecte pour digérer les insectes qu'elle ne peut pas faire et surtout pour assimiler les déjections de la punaise. Ouais, ça, il s'est un peu trompé. Il va revenir avec. Ils sont là-bas au bout. Je vais le remettre bien. Hop, tac. C'est bon comme ça. Voilà. Vous allez voir. Ouais, fais gaffe, il y a un fil. Ouais. Ok. Voilà, la bonne plante. Ouais, ça fout de l'eau partout. Donc voilà, ça en gros, c'est une punaise hein, qui vit en, comment on dit, en symbiose. Ouais, en symbiose. En avec la symbiose, plante. ok. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait cette punaise? Tu Donc, peux nous dire elle rapidement? consomme les insectes D'accord. et les déjections vont être assimilées par la plante. Ok. Elle peut n'assimiler que des déjections préalablement digérées. D'accord. Donc Très bien. voilà, parce qu'après sinon il faut des chitinases, des enzymes un peu spécifiques qui peuvent D'accord. détruire le squelette, l'exosquelette de l'insecte Ok. et que la plante n'a pas. Ok. Donc voilà. Très Et bien. après il y a d'autres plantes aussi. Stylidium, on pourrait parler. Stylidium, dites-nous un peu. Dont la carnivorie, il y a beaucoup de doutes vis-à-vis de la carnivorie du stylidium, et il n'y a pas beaucoup d'études D'accord. sur le stylidium. Et comme disait Laurent, les études elles coûtent très cher, parce que souvent ça se base sur l'isotopie. Donc des marquages isotopiques, ou D'accord. étudier en abondance naturelle l'isotopie dans une plante. Et en effet, voilà, c'est des études qui coûtent très cher. Et comme il n'y a pas d'intérêt agronomique chez ces plantes-là, en général, les études ne sont pas réalisées. Donc stylidium, on ne sait pas pour le moment véritablement. C'est que des suppositions. On voit qu'il y a des pièges, des insectes qui se collent parce qu'il y a un système de capture, mais ça ne va pas plus loin, quoi. Ok. Donc voilà. On a un autre. Il y a notre stylidium assimilé là. Il est pas trompé là. Il me semble aussi Voilà. Il me semble qu'il y avait les fleurs de Pingicula aussi, où il y avait un doute sur le fait qu'elles étaient carnivores. Parce que sur les tiges des hampes florales des Pingicula, on voit les gouttelettes de glu. Moi, je vois des insectes se faire capturer, mais apparemment, on ne sait pas si c'est carnivore ou pas. Arthur, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment on définit si c'est proto-carnivore ou carnivore? Comment on définit qu'on est sûr que c'est carnivore? Alors, on va peut-être passer sur la deuxième partie de la table ronde un peu plus longue que la première.
Est-ce que tu peux nous dire ça déjà? Et après on verra où Ouais, c'est ouais, apparu. il faudrait qu'on passe. Peut-être juste avant de passer, peut-être juste avant de passer à ça, parce que ça ferait une super transition avec ce que vient de dire Laurent. Ok. Je voulais juste dire, il y a plein d'autres plantes qu'on connaît pas vraiment, mais qui sont aussi on va dire, proto-carnivores ou potentiellement carnivores. Des trucs pas trop connus en vrai. Il y a des mousses, enfin des hépatiques même, plus précisément. Pleurosia purpurea, si vous voulez tout savoir, qui sont soupçonnées de carnivorie, on va dire, parce qu'elles ont des espèces de petites trappes un peu comme les utriculaires ou comme les Genlisea et qui arrivent à choper des bestioles, mais on n'est pas trop sûr s'ils arrivent à les digérer, ou pas. Et il y a le géranium là comme dont a parlé, Laurent, mais surtout moi il y a une plante que j'aime beaucoup, qui est super connue, c'est la Bursa pasteur là, la Capsella Bursa pastoris, qui fait des graines qui sont capables en fait, la graine est capable de sécréter un mucilage quand elle est, mise dans une flaque d'eau ou dans une goutte d'eau ou peu importe. Et en fait, ce mucilage est capable de digérer des espèces de petits vers, de petites bestioles qui traînent dans l'eau. Et en fait, il semblerait que cette digestion, ça permet à la graine de se faire plus de réserves et du coup de pousser plus vite, que ses congénères qui auraient pas mangé des petits vers ou des petites bestioles dans l'eau. Et du coup, je trouve ça super intéressant parce que ça remet un peu, enfin, tu vois, pour parler de qu'est-ce que c'est la définition de la carnivorie, tu peux te demander, est-ce qu'une plante, elle est considérée comme carnivore si c'est que sa graine, qui mange des bestioles alors que, bah, le reste de la plante, c'est une mauvaise herbe du jardin, quoi, la bourse à pasteur, je sais pas si vous voyez laquelle c'est? Donc c'est assez intéressant. François, je sais pas si tu veux, ajouter quelque chose, mais il me semble que la carnivorie, elle soit apparue à partir en fait, de la production, tu vois, comme tu disais Laurent, avec l'espèce de gouttes de glu sur les hampes florales, la production en fait de mucilage, mais qui était en fait à la base fait pour défendre la plante face, aux bestioles quoi, face aux pucerons, aux trucs comme ça. Il y a encore plein de plantes qui utilisent ça, les tomates par exemple, elles Mmh. utilisent une espèce de Mmh. mucilage, une espèce de glu, mais c'est pour se défendre en fait des bestioles, c'est pas du tout pour les digérer Mmh. et manger enfin absorber des nutriments. Et il semblerait que ce soit apparu un peu comme ça et après ça a dérivé dans plein de sens différents, mais il semblerait que ce soit apparu comme ça. Bah, c'est apparu à plusieurs reprises, comment dire? Chez plusieurs familles. L'une des effectivement des occurrences, c'est ce que tu décrivais effectivement, ce mucilage ou ce liquide à base enfin, un peu résineux, un peu comme chez les Auricula. Donc il y a ça qu'on observe chez les pétunias et une des théories, c'est que ça aide, la plante à se défendre d'insectes prédateurs. Donc effectivement, ça a pu se développer comme ça pour ensuite capturer vraiment les animaux, enfin les proies et les digérer. Et une des autres, voies qui a mené à la carnivorie, c'est le fait d'avoir, avec certaines feuilles, créé au fur et à mesure du temps certains entonnoirs, en fait. Par exemple, on pense que pour les Nepenthes et les Plantaurnes, les Sarracenia, Darnitonia, Allianthora, il y a eu une feuille qui s'est à un moment donné un peu refermée, qui a collecté peut-être dans un premier temps des débris végétaux, et ce qui a pu donner par exemple les plantes comme les broméliacées, hein, toutes ces plantes à réservoir, voilà, et puis certaines qui ensuite ont été beaucoup plus perfectionnées, ont soit développé des enzymes, soit se sont mis en association avec des animaux comme le Roridula, etc., qui pouvaient ensuite dégrader tout ça. Donc voilà, donc il y a plusieurs pistes, voilà. Mais sinon, pour revenir à la définition effectivement de la carnivorie, on peut aussi se dire, enfin j'en avais déjà parlé lors d'une discussion précédente sur Twitch, je crois, qu'à partir du moment où la plante arrive à assimiler avec l'auxiliaire, avec aide ou pas, d'un insecte, elle peut être considérée comme carnivore. J'en avais déjà parlé, mais par exemple, si on prend l'exemple très connu des deux espèces de Roridula, on peut aussi dire que quelque part, que la plante a plus de succès encore parce qu'elle digère les proies sans avoir à le faire elle-même. Donc, quelque part, elle économise tout ce travail-là. Donc, c'est vraiment une histoire de point de vue. Est-ce que la plante est plus carnivore parce qu'elle le fait elle-même ou est-ce que parce qu'elle le fait faire, parce qu'elle délègue? Moi, je trouve de ce point de vue-là que Roridula, les deux espèces sont absolument fascinantes et moi, j'ai aucun problème à considérer ça comme une vraie carnivore. S'il faut parler de vraie ou fausse carnivore, voilà, le résultat, de toute façon, est le même. Et c'est encore plus, voilà, plus fort, en fait, en tout cas de mon point de vue, de voir les plantes le faire par une communauté d'insectes, en fait. Pour le cas de Ouais, et en plus de Roridula, ça, je sais peut-être, c'est qu'en stade de l'évolution. Les plantes carnivores ont mis des milliers d'années à devenir carnivores. Peut-être que le cas de Roridula est en fait en cours d'évolution et peut-être qu'il y a
des centaines, voire des milliers d'années, peut-être qu'elle sera capable de digérer, les insectes qu'elle capture Ouais, ou comme d'autres peut-être, on sait pas. protocarnivores? Ouais, malheureusement, on peut pas le retracer. On sait pas dans quel sens, hein. On a des Non, plantes, on comment peut dire, pas. carnivores, comment dire, carnivores reconnus. Si je prends Nepenthes ampullaria ou je prends Drosera schizandra, dont on sait qu'elles perdent leur carnivorie, dans le sens où le plus gros pourcentage des nutriments vient des déchets végétaux. Enfin, les Nepenthes ampullaria, Drosera schizandra a peu de mucilage et récupère pas mal, ça a été étudié, récupère pas mal de matière végétale et pas trop de matière azotée dérivée d'insectes, par exemple. C'est le cas aussi des Nepenthes ampullaria. On se pose aussi la question pour certaines espèces d'Elianthora avec des très grands cornets comme Elianthora ionaci qui fait des ions de 50 cm avec une grosse circonférence et qui pousse souvent en milieu plutôt ombragé. Donc voilà, donc ça pue, pourquoi pas, être une première étape. Et pourquoi pas, enfin voilà, on peut partir dans plein d'hypothèses. Après, c'est que Peut-être de que la la plante, à théorie, un moment, tout à fait. voilà, voilà, ça peut être une autre, un point plus, comment dire, un moment plus abouti de l'évolution, que de déléguer à un moment donné Bien sûr. le travail, voilà. C'est pour ça que Moi, je pense que la définition de la carnivorie, elle devrait pas être si stricte que ça, quoi. Je trouve que c'est un peu enfermant de dire qu'il faut absolument les 3 étapes dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Rory Carnivorie, bah, Dula, c'est comme vraiment, voilà. Merci Rory messieurs, du coup Dula, on je va le récupérer un tout considère petit peu. presque comme carnivore quand même, parce que même si elle ouais? Vas-y, termine ta phrase, y a pas de problème. Je vais être un peu provocateur, mais oh, vas-y, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, pas de souci, pour moi, Rory Dula, dans la mesure où oui, c'est les punaises qui digèrent les insectes. Pour moi, ça reste quand même une plante carnivore à part entière. C'est une symbiose. Les symbioses, il y en a plein dans la nature. Dans la mesure où elle assimile quand même les déjections de la punaise, bah, c'est vraiment un cas à part et pour moi, ça fait vraiment partie d'une plante Ah mais moi vraiment je carnivore. suis tout à fait d'accord avec ça, hein. C'est ce que j'essaie de dire, hein. Je trouve que la définition Ah ouais, traditionnelle est beaucoup trop enfermante. Je vais être un peu provocateur, c'est un peu tiré par les cheveux, mais les nourrissons qui grandissent dans le ventre de la mer, est-ce qu'on va dire qu'ils sont pas carnivores ou omnivores parce que tout passe par le cordon ombilical et parce qu'il n'y a pas tout ce processus de voilà. Donc bien sûr, c'est presque un détail en fait de mon point de vue. c'est ça, Après c'est rassurant de pouvoir, c'est toujours notre désir à nous tous de pouvoir mettre dans des cases et dire celle-là elle est carnivore parce que c'est 3 sur 3, c'est celle-là elle ça. l'est pas parce que c'est 2 sur 3. Mais à partir du moment où il y a assimilation, Merci On messieurs, est je pense d'accord. que c'est voilà. je vais passer la parole un peu à Alec. Je te laisse intervenir. J'avoue, là, enfin, je trouve ça super intéressant la discussion et j'ai été un peu pris de court, pardon, parce que Nepenthes ampullaria, je voulais justement évoquer ce sujet-là, puisque c'est hyper intéressant dans la carnivorie de voir aussi que bah, y a des carnivores qui ont l'air d'évoluer pour bah, sortir justement d'une carnivorie classique d'insectes et même bah, se concentrer sur justement l'absorption de détritus végétaux et tout. Euh, Moi, juste ce que j'ai en tête par rapport à justement tout ce truc de bah, Rory Dula qui, par exemple, bah, est en lien avec un insecte. En fait, en vrai de vrai, enfin, on trouve ça chez Nepenthes ou même chez Darlingtonia californica. Quand on regarde l'intérieur des urnes, c'est enfin carrément en lien avec des espèces de moustiques qui pondent dedans et qui ont tout un cycle de vie à l'intérieur et qui après grandissent, etc., etc. Enfin, du coup, en vrai, ouais, c'est ça, la carnivorie. Si en tout cas on sort tout ce qui est bah, assimilation à partir d'insectes qui mangent, qui digèrent et qui recrachent les éléments nutritifs à l'intérieur des pièges, ça sort tellement de plantes et d'espèces qu'aujourd'hui on considère comme carnivores. Bah, du coup, les Nepenthes, les Eliamphora et même Darlingtonia californica, moi à chaque fois que je la vois, c'est dans la catégorie carnivore. Alors qu'en vrai, selon certaines définitions, ça pourrait être proto-carnivore. Enfin, bref, c'est toujours hyper fou et je trouve ça hyper intéressant comme sujet. Voilà, je sais pas si j'ai ouvert grand chose en termes de, de sujet, mais voilà, ça m'intéresse. Surtout Ouais. le cas d'Arlington. Après qu'on prend dans, dans le cas des Nepenthes, par exemple, on a plusieurs espèces de Nepenthes dont on sait qu'ils dérivent maintenant, enfin, qu'ils récupèrent l'essentiel de leur azote par des excréments de mammifères. Voilà. Donc, est-ce que du coup, Nepenthes lowi, Nepenthes macrophylla, Nepenthes epiphyata, donc du coup, est-ce qu'on va plus parler de plantes coprophages maintenant ou de plantes carnivores strictes? Moi, j'ai vu Nepenthes lowi plusieurs fois à Bornéo, j'ai vidé le contenu des urnes. Et j'ai retrouvé que du caca, quoi. Quasiment à chaque fois, j'ai quasiment pas retrouvé d'insectes, voilà. Et puis pour revenir un peu tout à l'heure au fait que les études sont onéreuses ou que ce sont pas des plantes très intéressantes sur le plan agronomique et autres, il faut savoir que parfois pour les tests de carnivorie, c'est pas évident. On a par exemple, je crois, Sarracenia purpura de mémoire. Je crois que les enzymes, on arrive à les détecter essentiellement quand les urnes s'ouvrent.
Donc voilà, donc chez certaines plantes carnivores, la production d'enzymes, elle est peut-être, saisonnière ou selon le stade, de l'urne, donc c'est vraiment pas évident, en fait. Et juste, je voulais juste ajouter un petit truc. Depuis tout à l'heure, on parle des plantes qui digèrent ou pas les insectes eux-mêmes et si du coup ça fait qu'elles respectent les 3 critères et tout. Et j'ai vu passer un article et c'est quelque chose que moi j'avais jamais pensé, mais il y a des plantes qui n'attirent pas d'insectes, non plus. Par exemple, les utriculaires, elles attirent pas leurs Mmh. proies, en fait. Donc Mmh. du coup, elles respectent pas non plus Tout à fait, voilà, enfin, tous les critères. Donc si vraiment il mmh, fallait respecter absolument ces 3 critères pour dire qu'une plante est carnivore, on aurait, la Dionée, mmh. les quelques Drosera et quelques Sarracenia et c'est tout, en fait. Donc de Mais je pense base, que la ouais, définition est un peu bancale, je pense. mais je pense que c'est rassurant de classer, c'est vrai que c'est pratique. C'est pratique, mais on va trouver plus que des exceptions. C'est une définition qui va être compliquée à mettre en place, en fait, voilà. Je voudrais qu'on Et passe. Mais petite le point question juste mmh. pour les gens, peut-être, qui sont, en direct, là-bas. Ça serait quoi pour vous le point commun ou le caractère, le critère, le truc qui fait qu'une plante est carnivore ou pas? Plus que, est-ce qu'elle respecte, nanani nanana, je sais pas, un truc spécifique qui fait, qui serait suffisamment général un peu pour dire: «Bah, voilà, telle plante, elle fait tel truc, donc du coup, elle est forcément, carnivore», quoi. Quelqu'un veut répondre? Vas-y. Ouais. Bah, moi, je trouve, bah, justement, par exemple, par rapport à la bourse de Pasteur, la graine et tout qui tombe et qui est carnivore, etc. Enfin, c'est l'avantage évolutif que ça apporte à la plante de récupérer des nutriments d'insectes, en fait. Pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça qui fait que toutes les plantes carnivores, en tout cas, réussissent aussi dans leur zone, leur zootope, quoi. Et je trouve que c'est un peu un critère qui définit toutes les plantes carnivores, quoi. Même certaines carnivores qui le sont uniquement à certains moments. Bah, par exemple, on parlait du Trifiophyllum peltatum, là. Il est qu'à certains moments et tout, ce qui doit du coup être sûrement nécessaire pour, dans sa niche écologique, gagner quelque chose qui fait que bah, il vit, survit et continue à exister. Pour moi, je pense, en tout cas, c'est ça ma définition personnelle. Donc, voilà. Très bien. Est-ce qu'on peut passer rapidement à pourquoi la Je pense que la notion de carnivorie est capture, elle apparue? est aussi importante. Ouais. Vas-y, Franchement, je te laisse la parole. Mmh. Non, je disais, je pense que la notion après il y a le mot carnivore, je ne sais pas s'il est vraiment le plus approprié, mais il y a la notion de capture qui est aussi importante dans la on va dire dans l'inconscient collectif, parce que sinon s'il s'agit juste d'assimiler des nutriments, bah, le fait qu'on mette de l'engrais aux plantes, voilà, ça revient plus ou moins à la même chose. Je pense que dans la définition que je sais plus si c'était Darwin qui avait le premier si, c'est Darwin qui a mis ça en place et voilà, c'était l'idée aussi de capture, voilà. L'idée de capture et d'assimilation, voilà. Parce que sinon s'il y a Moi, pas cette capture-là, voilà. Je peux je suis juste d'accord revenir. avec toi, c'est ce qui nous a tous, attirés dans cette passion. C'est d'avoir vu le mouvement de la Dionée se fermer, c'est ce qui nous a à peu près tous, fait aimer ces plantes. Donc je suis d'accord avec toi sur le fait de la capture. La capture, c'est ce qu'il y a de plus attrayant. Heu, Après, il y a l'aspect de l'adaptabilité à leur milieu, où elles sont obligées de capturer les insectes pour récupérer l'azote et le phosphore qui manquent dans les sols. Ça, c'est le côté, mais là, quand on connaît ça, on est déjà dedans. Mais le côté pour moi, le plus attrayant, c'est vraiment, ouais, la capture. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Ouais, mais tu as tout un tas de plantes qui sont pas carnivores et qui tuent quand même aussi, des insectes, hein, des parasites, Mmh, des mmh, choses comme ça, tu vois? En mmh. sécrétant du poison ou en les collant même, justement comme on disait avec les plants de tomates, par exemple. Et Mmh. c'est pas pour Bien autant sûr. qu'elles seraient carnivores. Enfin, je pense, je sais pas, ou alors, Je si, mais je dirais, mais là c'est complètement arbitraire, c'est mon juste moi, que peut-être les 2 critères les plus importants, ça serait, la capture et la digestion, avec ou sans enzymes. Puisqu'effectivement les utriculaires peuvent ne pas attirer, les proies. Capture, digestion, ouais, ça semble bien rentrer dans les définition carnivore. Mais bon. On va récupérer la parole ici. Il y a Alec qui voulait rajouter quelque chose. Euh, ouais, justement, bah, par rapport à ce sujet de capture, faut vraiment que je retrouve le nom, je l'ai pas là, mais ça me reviendra sûrement. Mais il y a une plante carnivore comme ça dans les tépuis, enfin une plante qu'on suppose comme carnivore ou qui est proto-carnivore, et en fait qui habite avec des fourmis en fait, enfin des fourmis logent au pied de la plante. Les insectes protègent la plante, elle sert de nid aux insectes, et en fait elle se nourrit des proies capturées par les insectes. Donc c'est pas elle qui capture directement, mais elle fait partie du tout quoi.
et avec ces insectes, quoi. Bon, c'est un peu différent de Ridula, où là, pour le coup, la plante, clairement, participe à la capture de l'insecte, et du coup, on pourrait peut-être plus la considérer comme carnivore, mais je trouve ça intéressant qu'on l'ait considérée, celle-là, comme une proto-carnivore, faut que je retrouve le nom, malgré le fait que elle ne participe pas activement à la capture. Elle fait que loger des insectes qui chopent d'autres insectes et qui après permettent à la plante justement de se nourrir et puis de grossir et de grandir, quoi. Voilà. Merci. Je vous propose qu'on passe à la dernière sous-partie qui s'appelle Pourquoi la carnivorie est-elle apparue? Sauf si Arthur veut rajouter quelque chose sur ce sujet. Non, c'est bon, ça te va si on passe à ça? On a perdu le Discord. Ah, on a peut-être perdu le Discord. Ouais. On n'a plus l'internet. Non, très bien, mais je Non, pense que c'est parti. quand la carnivorie est apparue, François, il nous a fait un petit mais je pense que c'est pas encore là. Je crois que- Ouah, c'est dur sur le Discord là. Allô. On va récupérer la Moi, je parole t'en- en Ah merde, on a Attends, carrément perdu Twitch. plus Twitch. Ouais. Je vois qu'ils ont Ok, je vais vérifier. sur le live aussi, du coup, je sais pas. Ouais, Ah, vous êtes revenu? qui est perdu. On va revenir. Non. Quelques pertes. Si, c'est parti. Je viens de récupérer 3 mégas. C'est bon, je crois qu'on a récupéré le net. Désolé, messieurs. Je vais récupérer donc la parole. C'est bon, Arthur, pour toi? Si on passe sur la 4e sous-partie là, enfin la petite partie de la 2e partie. Ouais, mais je bon pour toi? enfin, vas-y, c'était quoi? C'était l'apparition, tu dis, de la carnivorie, mais je pense que François a déjà pas mal, Attends, je t'entends pas assez mal mal en développé, fait, mais hein. après, si tu veux, on peut développer un petit peu plus. Après, pour les gens qui connaissent pas très bien le sujet, la plupart la carnivorie est apparue parce que des plantes, se développaient dans des milieux pauvres, tout simplement. Donc, c'est une des stratégies pour récupérer un petit peu de nutriments. Voilà. Donc, pas la définition de la carnivorie, mais l'un des points communs des plantes carnivores, c'est que je pense toutes, ou peut-être qu'il y a quelques exceptions, vivent dans des milieux pauvres, notamment en azote. Merci beaucoup. C'est ça, Je c'est de la survie, en vais fait, passer la parole à Antoine sur cette partie apparition de la carnivorie. Vas-y. Il arrête pas de bouffer des bonbons. Je sais même pas parler. Forcément, c'est le moment où je mange un bonbon. Voilà, le seul moment de la journée. Ouais. Donc, pourquoi la carnivorie, c'est ça? Ouais, comment elle est apparue Normalement, a priori, la période dans laquelle ça a apparu, il me semble que c'est au Carbonifère, dans ces eaux-là. Et ça a apparu dans des environnements qui étaient plutôt contraignants pour les plantes, avec des contraintes notamment en azote, en phosphore, en potassium. Et donc les plantes se sont adaptées et elles ont utilisé des moyens qu'elles avaient déjà. Ça peut être des variations morphologiques, des variations anatomiques, et même physiologiques, c'est-à-dire détourner des enzymes qui de base étaient plutôt des enzymes qui étaient faites pour tuer des champignons, parce que les plantes elles ont énormément coévolué avec les champignons au cours de l'évolution. Et durant cette coévolution, les enzymes qui étaient associées aux champignons, il faut savoir que c'est des enzymes qui sont très proches des enzymes contre les insectes qu'on retrouve chez les plantes carnivores, notamment liées à la chitine. Et donc les plantes avaient déjà tout un arsenal en fait pour être en fait des plantes potentiellement carnivores en détournant ces enzymes des champignons vers les insectes. Et on sait que par exemple, il y a un médiateur qui est assez bien connu chez toutes les plantes pour envoyer un message d'alerte par exemple dans une feuille en fait, quand une chenille ou n'importe quel insecte va venir consommer cette feuille, il va y avoir un message d'alerte avec un potentiel d'action, et puis il va y avoir une production de jasmonate. Et ce jasmonate, c'est une molécule qu'on retrouve également chez les plantes carnivores dans les mécanismes d'assimilation, de dégradation. Par exemple, chez la dionée, vous aurez du jasmonate qui va être produit en quantité, comme quand une plante va vouloir se protéger des champignons, parce que insectes et champignons, en fait, c'est assez associé. Et du coup, les plantes avaient déjà à leur disposition beaucoup de molécules, on va dire, parties de leur organisme qui étaient potentiellement favorables à la carnivorie. Et donc, elles avaient assez peu de choses, en fin de compte, à réaliser en termes d'évolution pour pouvoir capturer, assimiler, digérer les insectes. Donc, voilà.
Laurent, je te laisse un petit peu la parole sur cette partie. Non, j'en sais rien. Je voulais juste te dire qu'on avait oublié un type de plantes carnivores, c'est les broméliacées, et qui sont de la famille des ananas, si je dis pas trop de bêtises. Et il y en a deux qui sont aussi carnivores. Et voilà, les insectes tombent à l'intérieur. Voilà, ça ressemble oui, à des cônes. Et elles sont digérées, mais là aussi, elles produisent pas elles-mêmes d'enzymes pour l'une d'entre elles au moins, semble-t-il. Rocquinia ectioides. Non, il y en a trois. Il y a Catopsis aussi, ouais. Ouais. Il y en a trois, pardon. Oui. Si je cours vite, mais je vais ramener autre chose. Donc ça va pas me tromper. Non, elles sont toutes petites, celles qui là. Est-ce que c'est des plantes qui sont compliquées à cultiver ou pas? Non, derrière une fenêtre, dans une maison, c'est très très simple. Ça pousse très lentement. J'en ai plusieurs. Et Catopsis, non, je les ai toutes tuées. Parce que c'est Alors moi, je voudrais, c'est compliqué je de voudrais pas les faire nuancer un peu. pourrir, mais les deux, Ectioides et Reducta, Brocchinia Mm. Ectioides et Reducta, c'est simple. En Ça se fait. cultive un peu comme un Helianthera, non? En termes de- Ouais. Avec un arrosage. Ouais, faut qu'il y ait toujours de Ouais, l'eau moi, dans. je voudrais nuancer un peu. Vas-y. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, oui, vas-y. Ouais, je voulais nuancer un peu pour la culture de Brocchinia ectioides et Brocchinia reducta, parce que oui, on en voit de temps en temps dans les serres et c'est possible de les cultiver, de les avoir, on va dire, même sur plusieurs années, mais c'est très très difficile. J'ai quasiment peut-être 2 ou 3 fois vu des beaux spécimens. C'est-à-dire, c'est un peu comme des élianthora il y a 20 ou 30 ans. La plupart du temps, on mettait les élianthora sous les tables dans les serres parce qu'il fallait de la fraîcheur et on résultait des amphoras avec des urnes plutôt évasées, plutôt vertes, etc. Donc maintenant ça va mieux. Brocchinia ectioides et Brocchinia reducta, ils ont encore manqué quelque chose parce qu'on n'arrive pas en culture à avoir ces tubes quasiment droits, jaunes vibrants qu'on voit sur les tépus. La plupart des Brocchinia qu'on a en culture, on les surnomme un peu poireaux carnivores, en tout cas dans le comité français, parce qu'ils sont étiolés comme ça, ils sont verdâtres et ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans la nature où on a vraiment des cylindres qui ressemblent parfois à des tuyaux de gouttière et qui sont des plantes absolument magnifiques dans la nature. Donc, j'ai des copains qui cultivent des broquinias avec les élianthora. Ils ont de très beaux élianthora, mais ils n'ont toujours pas de très beaux broquinias. Donc, il y a encore quelque chose qui nous échappe. Et quant à Catopsis berteroniana, ouais, c'est un peu. Donc, celle-là, c'est des protocarnivores, si on prend la définition. Et celle-là, c'est déjà un peu plus facile. Mais là, pareil, on la trouve en plein soleil et dans la nature. Les Catopsis berteroniana, ils font 60-70 cm. Donc, j'ai envie de dire, on arrive à les maintenir en culture, mais on va en avoir des beaux, comme il y a de très beaux éléphants maintenant, c'est pas encore gagné. Hop, je récupère le micro. Messieurs, il commence à être un tout petit peu tard. On est dans les temps, du coup, on va s'arrêter. Je vais laisser quand même le mot de la fin à Arthur sur ce sujet, puisqu'il nous en a parlé de nombreuses fois pour les gens qui nous suivent sur Twitch. On en a parlé en conf, on en a parlé en table ronde. C'est super intéressant comme sujet. Il faudrait qu'on en fasse encore d'autres tables rondes à creuser. C'est un sujet qui s'arrête jamais, quoi. Donc voilà, si vous voulez qu'on parle encore plus de ce sujet de la carnivorie et comment ça se définit, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat et dans les commentaires des vidéos YouTube, évidemment. On lit tous vos sujets, on lit tous vos commentaires, on s'inspire de ça pour fabriquer les sujets. Donc évidemment, n'hésitez pas, il y a beaucoup de monde là sur le chat. Et franchement, c'est très agréable de vous avoir. Arthur, je te laisse le mot de la fin sur cette table ronde. Ouais, je vous enverrai si vous voulez dans le chat le lien vers la rediffusion. Je crois que j'avais fait une présentation, une conférence là-dessus ou un truc comme ça, donc je vous enverrai. J'avais écrit un article aussi pour Dionée. Mais ouais, non, pour conclure, moi je pense que juste le truc intéressant de toute cette discussion avec la carnivorie, etc., c'est d'essayer de sortir un peu de cette idée que, comme François disait, qu'on veut tout mettre dans des boîtes et que les plantes ou la nature en général, elle répond à des définitions très précises parce qu'en fait, à chaque fois qu'on creuse un petit peu ce genre de truc, ça marche jamais. Et du coup, moi, j'aime bien voir un peu la carnivorie comme un truc un peu mouvant, quoi. Tu vois, pas un truc genre t'es carnivore ou t'es pas carnivore, mais un espèce de truc avec plein de nuances, tu vois. On pourrait dire qu'il y a des plantes qui sont un peu carnivores et des plantes qui sont très carnivores. Et on pourrait discuter un de ces cas des caractéristiques qu'on peut imaginer pour les plantes qui sont très carnivores ou les plantes qui sont un peu carnivores.
Et voilà, c'est un espèce de truc très nuancé et du coup, ça veut dire qu'en fait, on pourrait cultiver vachement plus de plantes que les plantes un peu, basiques, dont on a l'habitude, et qu'on cultive depuis, je sais pas, la moy un demi-siècle, ou plus et qu'en fait, si on creuse un petit peu, bah, il y a plein d'autres plantes super belles et super intéressantes, qu'on pourrait ajouter à nos collections et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est sûr. Merci Pas pour beaucoup le pour cette... porte-monnaie. Merci beaucoup pour cette conclusion. On va s'arrêter là. Malheureusement, ça mériterait un peu plus, comme d'habitude, mais on est tenu par le temps. Messieurs, merci beaucoup pour votre participation. Certains d'entre vous sont de retour pour cette troisième table ronde qui aura lieu à 22h. Je vous redonne rapidement les horaires 19h15, 19h45, discussion entre passionnés. Donc ça va être tout de suite. 19h45, 20h, présentation de collection. C'est Thomas qui va nous présenter sa collection de plantes carnivores. 20h, 20h15, une activité dont vous n'aurez pas l'information avant qu'on la lance. Ensuite, on mangera à 20h15, 20h45. Pour vous, ce sera une vidéo qui présentera l'entreprise qui s'appelle Les Petits Jardins d'Agathe. On aura ensuite un tirage au sort numéro 2. Arthur reviendra sur Drosophilum in situ. Ça va être ultra intéressant. Ce sera à 21h. 21h30, carnet question pour un champion. Ce sera pour le chat. Donc cette fois-ci, c'est pas les gens sur le plateau, mais ce sera sur le chat qu'on fera gagner des choses. Ensuite, on aura un test de piment 21h45. Troisième table ronde 22h, 23h. Et pour les plus nocturnes d'entre vous, ce sera 23h. On fera le dernier tirage au sort. Incroyable. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Je vous laisse vous déconnecter de Discord. On reste 5 minutes. Je vous mets une petite pause avec les slides. Et on revient dans 2 minutes une fois que tout le monde est installé. Merci beaucoup. À tout de suite.